Eh bien, comme vous l'avez compris, nous sommes dans une rubrique d'une rubrique et nous sommes dans la rubrique aéronautique et marine aujourd'hui. Et nous recevons Monsieur Philippe Boulet, qui est délégué général au patrimoine de l'UFH. Et nous dirons exactement ce que c'est tout à l'heure que l'UFH. Vous avez également au micro Catherine Loubet. Et nous avons donc cette émission sur l'hélicoptère aujourd'hui. L'hélicoptère, nous l'avons intitulé « La belle histoire d'un outil de progrès sans pareil ». Monsieur Philippe Boulet, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir sur les ondes de IDFM Radio Anguin, 98 Radio Anguin. Et pour nos auditeurs, il est vrai que l'hélicoptère est un appareil un peu spécial par rapport aux avions civils, aux avions de chasse, militaires. C'est vrai que dans le ciel, on entend parfois un son un peu particulier et on se dit, tiens, ce n'est pas un avion vraiment, qu'est-ce que c'est ? Et finalement, on aperçoit de loin un hélicoptère et il y a un son très particulier, on en parlera peut-être lors de cette émission d'ailleurs. C'est un peu surprenant et en tout cas, c'est une invention fabuleuse. Pour évoquer donc toute cette histoire, Monsieur Philippe Boulet, vous avez remonté l'histoire, c'est le temps justement. Mais juste avant de vous laisser la parole, je vais un petit peu brosser votre biographie parce que nous recevons toujours des personnes passionnées et qui dit passionné dit aussi longue liste au niveau professionnel. Alors, tout enfant, vous étiez déjà captivé par tout ce qui volait et surtout la volée tournante. Si je peux résumer, vous avez à partir dans l'adolescence, durant l'adolescence, admiré plus particulièrement les avions militaires anciens, et ce qui va vous donner envie de vous documenter avec passion sur ces aéronefs. Mmh. Tout à l'heure, vous me disiez hors antenne, vous n'êtes pas pilote, mais vous avez cette passion, donc quelque part vous pilotez intérieurement, et c'est ce qui va vous amener finalement même à écrire sur la conception même, et sur le détail et l'histoire donc des hélicoptères. Donc vous attachez également, durant votre adolescence et même un peu plus après en devenant adulte, au maquettisme. Tout à fait. C'est bien que là, vous réalisez beaucoup de choses et vous nous le direz après aussi. Parallèlement, donc, vous écrivez beaucoup sur l'aéronautique pour donner à vos lecteurs de la matière qui faisait souvent défaut dans votre propre lecture, dans vos propres lectures au pluriel. Ça, c'est important. Donc, entre autres, dans le fanat de l'aviation, pour ceux qui connaissent, Aviation 2000, Aéro 2000, je ne peux pas tous les citer. Donc, vous vous intéressez à la préservation du patrimoine aéronautique, spécifiquement sur les voilures tournantes, donc c'est-à-dire l'hélicoptère, l'autogire, qui en sont les cousins pauvres, comme vous dites. Et vous adhérez en 1985 à l'association des Amis du musée de l'Alatte, à Dax dans les Landes. Donc, engagement au groupe français de l'hélicoptère, à l'Union française de l'hélicoptère. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'UFH. Tout à fait. Je vous laisse la parole pour développer un petit peu ça. Alors, l'Union française de l'hélicoptère est née en 2003 du regroupement d'un certain nombre de structures entre elles pour mieux représenter le monde de l'hélicoptère français. Il y avait depuis 1980 une association qui s'appelait le Groupement français de l'hélicoptère, qui est aujourd'hui incluse dans l'UFH, qui accueille d'ailleurs les membres individuels. Vous pouvez être adhérent au GFH. Il y a 5 autres structures depuis 2003 à l'UFH, qui sont d'une part le comité des industriels de l'hélicoptère, qui regroupe les industriels de l'hélicoptère, c'est-à-dire d'un côté le premier constructeur mondial qui s'appelle aujourd'hui Airbus Hélicoptère, le premier motoriste mondial qui s'appelle Safran Turbomeca et quelques autres, environ 200 entreprises du milieu de l'hélicoptère. Nous avons comme autre structure le syndicat national des exploitants de l'hélicoptère qui est constitué par des entreprises d'exploitation, ceux que vous voyez voler tous les jours dans le ciel quand ce ne sont pas des hélicoptères de l'État français. Pardon. Vous avez 2 fédérations qui sont la Fédération française de giraviation qui organise les compétitions d'hélicoptères et également la FF Plume qui est la fédération des ULM en France et dont l'activité se résume à faire voler des ULM et qui ont environ 15 000 adhérentes. C'est donc une fédération importante. La dernière entité qui constitue l'UFH est l'European Business Aviation Association, EBAA, France, qui est une association de professionnels de l'aviation d'affaires.
Cet ensemble constitue donc l'UFH, ce qui représente au mieux les intérêts du monde de l'hélicoptère français. D'accord. Et c'est à partir début 1999 que vous rencontrez, pour ceux qui connaissaient aussi, monsieur Lionel Poilane. Tout à fait. Donc ça, on peut aussi saluer sa mémoire. Voilà, Lionel Poilane, qui est le fondateur avec quelques grands messieurs de l'hélicoptère, du groupement français de l'hélicoptère en 1981, qui nous a quittés en 2002, et qui a essayé, au sein de l'association qu'il avait fondée, de défendre et de promouvoir les intérêts de l'hélicoptère en France. Après son décès, il a été déterminé indispensable de regrouper un ensemble qui s'appelle aujourd'hui l'UFH et qui fait suite au travail qu'il a conduit. Alors, en même temps, vous êtes aussi, vous n'êtes pas guide à l'AMA, mais vous faites partie, c'est-à-dire des Amis du Musée de l'Air et de l'Espace. Absolument. Parce que vous avez tellement d'autres engagements, mais sinon vous seriez guide également, mais vous aidez complètement donc les Amis du Musée de l'Air et de l'Espace, puisqu'il y a un fabuleux hall. Tout à fait. Tout à fait. Bon, déjà, pour dire que l'Association des Amis du Musée de l'Air est une association remarquable qui agit en soutien du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget, qui se trouve être quand même le premier musée d'aéronautique mondiale et qui, au niveau de l'hélicoptère, présente quelques merveilles que l'on ne voit nulle part ailleurs. Le plus ancien aéronef complet dans le monde est présenté au Musée de l'Air et de l'Espace et c'est un hélicoptère. Tout à fait, oui. Alors, si vous le voulez bien, je vois que là, vous avez apporté quelque chose, mais on va en parler juste après la toute petite introduction qui va venir. D'ailleurs, c'est un petit objet, nos auditeurs ne le voient pas, mais qui n'arrêtait pas de bouger depuis tout à l'heure. Et parce il est fait pour ça. Hein. Oui, il est fait pour ça d'ailleurs, il est fait pour bouger. On va se demander qu'est-ce que c'est. Je vois que notre technicien, peut-être le sait-il d'ailleurs. Non, ça lui dit quelque chose? Alors c'est un objet, là il est de couleur verte, mais peut-être que... Oui. Il était de n'importe quelle couleur. Il est en bois. C'est un objet qui est en bois. On le fabrique encore aujourd'hui, mais c'est un objet très ancien. On peut le dire que c'est la première manifestation dans l'histoire du concept de voilure tournante. Il est très léger. Oui, apparemment. Environ 70 grammes. C'est donc la première manifestation du concept de voilure tournante. Les hélicoptères et leurs cousins aéronefs avec au-dessus un rotor ou plusieurs rotors sont des voilures tournante. Et la première manifestation remonte au tout début de l'ère chrétienne, peut-être avant d'ailleurs. On n'a pas de précision. En tout cas, cet objet est décrit par un théologien chinois qui s'appelle Ko Hung. Vous me pardonnerez la prononciation approximative c'est très bien. Du chinois. C'est décrit vers 335 dans une sorte de précis du taoïsme dans lequel il explique que cet objet n'est pas préjudiciable, qu'en fait l'élévation dans l'air n'est pas préjudiciable au Tao, et que d'ailleurs les enfants jouent avec ces petits objets qu'il décrit. C'est comme ça qu'on connaît l'existence de cet objet. L'intérêt de cet objet, outre cette première manifestation, c'est qu'il n'est pas resté en Chine puisqu'il a été transporté par les premiers marchands du commerce bilatéral entre la Sérénissime République de Venise et la Chine, tout simplement les successeurs de Marco Polo. Donc on parle là du XIIIe siècle, la fin du XIIIe siècle. Et cet objet a très vite été intégré comme un jouet, mais aussi comme un objet de curiosité. Vous savez, à l'époque, il y avait, du moins à partir du XIVe, XVe siècle, il y avait ce qu'on appelait des cabinets de curiosité, où les gens mettaient, pour exposer, pour montrer à leurs amis, des objets assez exceptionnels. Et ce petit hélicoptère, ou cette petite hélice sustentatrice, a été... c'est prolongé en quelque sorte dans le monde européen et singulièrement en Italie jusqu'à probablement au XVe siècle. Et au XVe siècle, il est probable d'ailleurs que Léonard de Vinci, dont on connaît les travaux d'ailleurs très simplistes sur l'hélicoptère, a eu connaissance de cet objet. Vinci travaillait non pas comme on peut le penser en tant qu'il était ingénieur militaire. En tant que tel, il utilisait ce qui fonctionnait. Et il travaillait pour, en particulier, Ludovic le Mort, Ludovic Sforza, qui était le maître de Milan, pour ainsi dire, à l'époque, chez qui il était censé fournir des travaux de fortification militaire, des travaux donc, d'ingénierie militaire. Or, quand on fait de l'ingénierie militaire, à cette époque, on utilise des pompes de relevage pour relever de l'eau. Et Vinci relevait de l'eau avec des pompes de relevage qui étaient inspirées de la vis sans fin d'Archimède. Et
quand vous regardez le dessin de ce qu'on appelle la vis aérienne de Léonard de Vinci, qu'il a dessiné vers 1490, mais il a choisi de la représenter en utilisant le principe de la vis sans fin, et non pas le principe du petit jouet chinois. Alors on peut se demander pourquoi. Il est probable que c'était parce que la vis aérienne devait venir de quelque chose qui fonctionne. Or, la vis sans fin, ça fonctionnait. Ça, c'était un jouet. Ça, c'est la première période, en fait, de la voilure tournante. Elle est théorique, d'une part, et elle est chronique. C'est un jouet. Oui, mais je ne savais pas qu'on allait remonter aussi loin. D'ailleurs, j'étais surprise en préparant cette émission. Je dis, mais c'est fabuleux en même temps. C'est un petit peu... Bon, pour nos amis des voilures fixes, c'est-à-dire des avions, des planeurs, etc., que nous appelons amicalement, je vous rassure, les paralysés de la voilure, l'hélicoptère n'est pas le plus ancien. Mais c'est bel et bien l'hélicoptère qui fut le premier, la voilure tournante qui fut le premier concept de transport. Parce que dès 1268, d'ailleurs, Roger Bacon, qui est un religieux britannique, enfin anglais à l'époque, très connu, il a servi de modèle à un personnage de livre et de film bien connu dans le film Le Nom de la Rose, par exemple. Le personnage que joue Sean Connery dans ce film, eh bien, c'est Roger Bacon, qu'on connaît comme l'inventeur des lunettes, mais qu'on connaît aussi comme auteur d'un opus maius, d'un œuvre majeure, qu'il a transmis au pape de l'époque, dans lequel il parlait de machines volantes. Et c'était un franciscain. Vinci, 2 siècles après, connaissait beaucoup de franciscains qui fréquentaient les cours d'Europe. Et il est fort probable que là aussi, il a été inspiré par les idées de Bacon pour ensuite essayer de produire des aéronefs, dont son ornithoptère, dont la vis aérienne. Puis bon, on en reste là. L'hélicoptère, vous m'interrompez si vous voulez que j'avance un peu, l'hélicoptère reste un jouet, reste un objet chronique du quotidien, sans beaucoup d'intérêt, mais il est dans les cabinets de curiosité. Oui, quand même. Oui. Et puis arrivent les Lumières, 2 siècles après. Et le siècle des Lumières va faire exploser carrément la notion de connaissance technique et scientifique. Avec de bonnes bases. Il y avait quand même toutes ces bases quand même. Bien à chaque entendu. fois. C'est l'époque c'est l'époque de l'encyclopédie, par exemple. C'est l'époque où on va commencer à parler, enfin, où le scientisme commence à exister. Et à partir de là, cet objet-là va sortir des cabinets de curiosité pour être mis sur les tables des gens qui s'intéressent au vol, pour essayer de comprendre comment ça marche. C'est ainsi que les manifestations techniques du concept de voilure tournante vont se faire connaître. En particulier, on peut retenir une date qui est celle de 1754, à l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. L'unique scientifique russe, d'ailleurs, la plupart étaient français ou anglais à l'époque, de cette Académie des sciences s'appelait Mikhaïl Lomonosov. Si vous allez à Moscou aujourd'hui, la plus importante université moscovite s'appelle l'université Mikhaïl Lomonosov. C'est un très grand scientifique russe. Et Lomonosov avait pensé étudier l'atmosphère. Et pour cela, il avait inventé une sorte de petit hélicoptère qui était censé emporter des instruments en haute atmosphère. Il a démontré en tarant ce petit aéronef mu par un mouvement d'horlogerie avec des poids, il a démontré qu'il y avait une sustentation. 1754. Oui, quand même. C'est l'étape fondatrice de la sustentation aéronautique. Après, on passe 30 ans, et puis il y a 2 Français qui vont faire voler le premier hélicoptère modèle, et qui vont le faire voler pas dans n'importe quel cadre, puisque c'est devant une délégation de l'Académie royale des sciences, qui est Conti à Paris, où elle est toujours actuellement. Et ces 2 Français s'appellent Launois et Bienvenu. Launois est naturaliste. Bienvenu est, tiens, bizarre, il est un ingénieur mécanicien en instruments de mesure. Je vous ai dit qu'avant, Lomonosov s'intéressait à l'atmosphère, qu'il avait l'intention d'emmener des instruments de mesure. C'est donc probablement y a-t-il, on ne le sait pas, mais probablement y a-t-il une connexion aussi à ce niveau. Et Launois Bienvenu, le 26 avril 1784, devant une délégation d'académiciens des sciences, font voler un petit modèle très très rigolo, constitué d'un système de ressort à arc et de 2 sustentateurs, dont l'un est plus un stabilisateur. Mais étant donné l'effet de couple, dont on pourrait parler, mais qui est un petit peu complexe et dans le temps qui nous est imparti, le deuxième sustentateur tourne dans le sens inverse du premier et stabilise la machine. Et ce petit engin, qui fait 60 cm, dont les pales des rotors sont des plumes d'oie, qui sont fichées dans un bouchon avec un axe et avec un arc, un petit arc, dont la
l'enroulement de la corde sur l'arbre de rotation tend le bois, qui est une baleine, eh bien, dès que l'arc est tendu, si on le lâche, ça tourne tout seul. Et l'engin bondit au plafond. C'est le premier vol mondial d'une voilure tournante. Maintenant, vous allez me dire, c'est un jouet. Alors, ne confondons pas le jouet et l'objet scientifique. Le jouet, on l'a quitté quelques 50 ans avant, quand cet objet chinois est sorti des cabinets de curiosité. Et on rentre maintenant dans la période où la voilure tournante devient un objet d'expérience. Ça va marquer pas mal, d'autant plus que, comme je vous le disais, il y a l'expérience de Lomonosov, 30 ans après, celle de Lomonosov Bienvenue. Les communautés scientifiques, entre guillemets, s'intéressent au sujet. Et des scientifiques de beaucoup de pays vont essayer de travailler là-dessus, et en particulier un Anglais qui s'appelle George Cayley, qui dès 1796 construit une sorte de modèle amélioré de celui de Lomonosov Bienvenue, et qui, en 1742, produit une voiture aérienne qui a tout. Une voiture aérienne. Oui, le Aerial Carriage. Cette voiture aérienne a tout. Elle est constituée de 4 sustentateurs qui sont placés côte à côte, 2 par 2, superposés. C'est assez volumineux, donc. C'est très volumineux. Oui. Il ne la construit pas. Il produit ce projet qui, donc, a tout. Quand on voit le dessin, eh bien, sur le dessin, il y a tout. Il y a les sustentateurs, il y a les courroies, il y a les poulies pour faire tourner les courroies. Il y a même des organes de commande, mais il n'y a pas de moteur. On va demander à nos auditeurs qui dessinent ça. Vous le décrivez si bien que... Oui, en fait, c'est une sorte de barque. Avec, à l'avant, une tête d'oiseau, à l'arrière, une queue d'oiseau qui est censée... Ah, justement, déjà, ils avaient quand même donné des formes, en plus. Tout à fait. Ah oui. Intéressant. En France, on l'appelle le pigeon de Cayley, parce que la tête de l'oiseau ressemble plus ou moins à celle d'un pigeon. Ah oui. Donc, cet appareil qui ne vole pas, bien entendu, qui est juste un dessin, comme d'ailleurs celui de Vinci, eh bien, il est essentiel parce qu'il lui manque juste le moteur. Et c'est le point important, parce que nous sommes maintenant dans le 19e siècle, et dans le 19e siècle, celui de la révolution industrielle, comme chacun sait, eh bien, ce qui manifeste le plus les problèmes qu'ont les promoteurs du transport, c'est la quête du moteur. En 1807, Isaac Riva, en Suisse, a inventé le moteur à combustion interne, mais ça ne fonctionne pas très bien. En plus, à cette époque-là, lui, il invente un moteur à hydrogène qui risque d'exploser à chaque seconde. Et c'est la vapeur qui prend le dessus, si je puis dire. Oui. Et cette vapeur, eh bien, c'est ce qui va jalonner tout le 19e siècle des exploits des gens qui font des engins de transport, à commencer par les trains. Alors, si vous le voulez bien, nous allons voir avec notre technicien. Et en fait, il y avait peut-être, on ne sait pas si encore il y avait déjà la musique à bord des hélicoptères. Nous allons là écouter un peu de musique.
Eh bien, nous sommes toujours sur IDFM, Radio IDFM 98, Radio Anguin, avec notre invité, Monsieur Philippe Boulet, qui est délégué général au patrimoine à l'Union française de l'hélicoptère. Et nous avons l'émission sur la belle histoire d'un outil de progrès sans pareil, l'hélicoptère. Monsieur Philippe Boulet, nous en étions donc, vous étiez remonté loin dans le temps par rapport à la conception éventuelle d'un hélicoptère en Chine en tant que jouet. Ensuite, donc les prémices, les esquisses avec Léonard de Vinci, entre autres. Et puis, on est arrivé jusqu'à quand même des conceptions au XVIIIe siècle, XIXe siècle. Et maintenant, nous arrivons au XIXe. Vers le milieu, pour être plus précis. Voilà. Vers le milieu du XIXe siècle, où arrivent les premiers brevets de moteurs à essence de pétrole, moteurs à gaz ou moteurs à essence de pétrole, la combustion interne. Il faut quand même un moteur, oui. Et où arrivent aussi les premiers modèles significatifs en termes de construction de machines. Alors, 1861, Gustave Ponton-Amécourt, un Français, commence à étudier des hélicoptères à mouvement d'horlogerie. Et puis, dès 1863, eh bien, il essaie un hélicoptère à vapeur. C'est cet appareil dont je parlais tout à l'heure qui est l'aéronef le plus ancien qui soit connu. Il est complet, il a une cellule, c'est-à-dire une structure, un moteur qui est une magnifique petite chaudière à vapeur et puis une voilure. La chaudière à vapeur fait 2,8 kg. C'est aussi, elle est en aluminium, le Ponton-Amécourt est aussi la première application de l'aluminium à des fins aéronautiques qui soit connue. Ça n'a pas volé, il était encore trop lourd et la chaudière à vapeur ne produisait pas assez, son rapport poids-puissance n'était pas suffisant, mais l'exploit est dans le fait de réaliser cet appareil et aussi, pour Ponton-Amécourt, d'inventer le fameux mot hélicoptère, du grec, hélix, spirale, et ptéron, aile, ou plume, selon les traductions. De Ponton-Amécourt, qu'il a vraiment produit un effet bœuf, si je puis dire, sur la communauté scientifique. On va passer très vite jusqu'aux Italiens, en 1877, Forlanini qui fait voler un modèle à vapeur, mais modèle à vapeur qui n'emporte pas sa chaudière. On chauffe simplement un réservoir d'eau et la puissance de la vapeur entraîne des rotors via un système de pistons. Ensuite, le moteur étant la solution, arrivent les premiers moteurs à essence de pétrole à la toute fin du 19e, puisque le premier à voler, c'est Santos Dumont en 1898 sur son dirigeable numéro 2. Donc à la toute fin du 19e siècle, les moteurs à essence de pétrole existent et dès 1901, parmi les nombreux chercheurs qui vont essayer de construire des hélicoptères, il y en a un qui se distingue, qui s'appelle Charles Renard. C'est un militaire, il est directeur il a fait voler avec Krebs le dirigeable La France, qui est un dirigeable qui a un moteur électrique qui est bien connu. Et il travaille pour l'aérostation militaire. Et pendant ses loisirs, si je puis dire, il essaie des hélicoptères. Un premier qui est d'ailleurs au Musée de l'air et de l'espace aussi, l'hélicoptère de Charles Renard, une petite machine magnifique. Oui. Puis deux autres, vers 1904-1905. Mais il ne réussit pas à voler. Cependant, les communications scientifiques qu'il fait sont tenues pour essentielles par de nombreux chercheurs de l'époque. Et c'est ainsi qu'arrivent trois hommes qui sont importants parce qu'ils vont réussir les premiers décollages avec un homme à bord d'un hélicoptère. Simplement des décollages, on ne parle même pas encore de vol. Alors quand vous dites décollage, c'est de combien à peu près écoutez, si je saute là devant vous dans le studio, ce que je ne vais pas faire, je décollerai, mais je ne volerai pas. Non. Voilà. En gros, c'est ça serait la différence. Bien, pourtant, Ces appareils ont tenu l'air pendant quelques secondes, à peut-être 10, 15, 20 secondes, pas plus. On ne peut pas parler de vol parce qu'en plus, ce n'était pas vraiment contrôlé. Ces trois hommes, qui s'appellent par ordre alphabétique Louis Breguet, Paul Cornu et Maurice Alexandre Léger, vont chacun, de leur côté, construire une machine avec des moyens très, très, très différents. Il faut dire que... au même moment, presque au même moment. Au même moment. Oui, comme quoi ils commencent à travailler sur des modèles réduits vers 1905-1906. Oui. Maurice Léger fait voler à Monaco un modèle réduit relié à sa motorisation qui reste au sol. Ce sont de gros moteurs électriques en 1905, pardon.
Louis Breguet, à cette époque-là, commence à étudier des voilures. Lui, il parle vraiment de la notion de voilure qui fait penser à elle quand on connaît un peu l'aéronautique. C'est Louis Breguet qui l'introduit. Pour lui, les pales des hélicoptères sont avant tout des voilures, ce sont des ailes. Ah ouais. Il a compris que l'aile de l'hélicoptère, ça allait être la pale. D'accord. Donc, le troisième, Paul Cornu, lui, va travailler avec ce qu'il sait. Paul Cornu, c'est vraiment un peu, je l'ai appelé l'artisan de l'hélicoptère, parce que c'est un monsieur qui n'a rien d'autre que son certificat d'études et son statut professionnel de mécanicien en cycle, puisque son père tient à Lisieux une sorte d'atelier de réparation de cycles. Il n'a que ça pour travailler et il va concevoir une machine qui va décoller. Juste décoller. C'est pas Paul Cornu dont toute la famille était justement, je ne vais pas dire farfelu, mais avait envie d'inventer beaucoup de choses. Il y a des choses à chercher. Chez Louis Breguet, qui avait perdu son père à 2 ans, le professeur Charles Richet, qui est un professeur de médecine extrêmement bien connu, qui était son parrain, a eu une part importante dans ses travaux. Chez Cornu, c'est son père, Jules Cornu, qui est un enfant de la Révolution industrielle, qui est quelqu'un qui est né avec ses premières foires, expositions que l'on voyait partout en Europe, où il allait. Il avait les moyens pour le faire, et donc il y allait. À l'époque, on se déplaçait, il faut le savoir. Il est allé à Milan, il est allé à Francfort, il a traîné son fils avec lui, lequel a rencontré le progrès technique. Avec ça, Paul Cornu a avancé avec l'aide de son père, mais dans une optique simple, je veux dire, faire voler une machine sans loi aucune. Il a juste lu les communications scientifiques de Renard, qu'il n'a pas pu traduire totalement, vu les connaissances qu'il avait. Et il a aussi été très impressionné par, en 1905, les démonstrations de vol qu'ont fait les frères Henri et Armand Dufaux à Bagatelle, à Paris, qui ont été largement relatées dans la presse, avec un petit modèle réduit d'hélicoptère, qui est en fait la partie, moteur hélice d'un futur convertible qui, lui, n'a jamais volé. Cornu, alors, léger en juin, Breguet en août et en septembre, et Cornu, à partir de novembre, décembre, janvier, vont décoller avec leurs hélicoptères, à bord de leurs hélicoptères. Plus exactement, lui, Paul Cornu, va décoller, c'est le seul qui pilote. Les 2 autres, elles font piloter par un ingénieur ou un contremaître. Et ces machines sont fondatrices. Et on va en rester là jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, parce que, d'abord, la guerre arrive. Oui. Vous savez qu'en Europe, entre 1914 et 1918, on a construit 250 000 avions, ce qui est énorme. Vous vous doutez que c'est un effort de guerre absolument incommensurable, aussi bien financièrement, et qu'à partir de là, les budgets étaient uniquement consacrés à l'aviation à aile fixe, et que les hélicoptères n'avaient plus d'argent. La fin de la Première Guerre mondiale nous amène à quelqu'un d'intéressant que l'on connaît mal en France, puisqu'il est américain, qui s'appelle Berliner. Henry Berliner, c'est le fils d'Émile Berliner, et le père et le fils travaillent ensemble, encore un duo père-fils là, et réussissent en 1920 les premiers vols stationnaires d'un hélicoptère. Alors c'est une machine avec 2 hélices sustentatrices montées l'une au-dessus de l'autre sur un seul axe, elles sont coaxiales. Ils ont réussi à voler 50 secondes, 1 minute. Ça fonctionne, mais on ne se déplace pas trop, ou du moins on se déplace anarchiquement. Immédiatement derrière, c'est l'Europe qui se distingue avec, en janvier 1921, Étienne Michel, qui va, lui, réussir les premiers vols stationnaires et les premiers déplacements assez chaotiques d'un hélicoptère, suivi à quelques mois par Raúl Pateras Pescara, qui est un Argentin venu d'Espagne et qui fait ses premiers essais en Espagne à cette époque, avec son appareil numéro 1. C'est là le début de quelque chose aussi en ce qui concerne la possibilité, sachant que ces machines sont montées, qu'il y a quelqu'un à bord, de déplacement à bord d'un hélicoptère, que l'on commence à véritablement envisager. Si bien qu'il y a un prix qui est offert par l'Aéroclub de France à la première personne qui va faire 1 kilomètre en hélicoptère. Un peu comme celui qui avait été offert pour le premier aviateur qui ferait 1 kilomètre, Paul Farman, qui a été qui a été obtenu par Farman le 13 janvier 1908. Et il y a une compétition de fait qui va s'engager entre Michel et Pescara.
avec les premiers records en plus enregistrés. C'est profondément émouvant parce que avril 1924, c'est le moment où les records sont reconnus, les records d'hélicoptères sont reconnus par la Fédération aéronautique internationale et Michel a le premier record pour 360 mètres. Est-ce que je peux juste, sans prendre trop de temps, Eugène Michel était, je crois... Michel, oui. Oui, décidément, Étienne Michel. Il s'est inspiré énormément de la nature. Oui, tout à fait. Et Michel est d'abord un passionné. Il avait 8 ans quand un de ses oncles lui a offert un vol en ballon captif à Lyon et il a dit un jour, je construirai une machine comme celle-là qui volera, qui s'élèvera en l'air. Et pour cela, il avait conçu que le déplacement était essentiellement en relation avec le milieu. Et donc, il s'intéressait beaucoup au vol des oiseaux et aussi à la nage des poissons. Étienne Michel était un scientifique, hein, il ne faut pas le négliger du tout. Et il avait tout un ensemble de matériel d'expérience qui lui permettait d'étudier le vol des oiseaux. Il avait conçu des hélices qu'il appelait à récupération d'énergie, qui était l'embryon, en fait, d'un certain nombre de concepts aérodynamiques. Mais cependant, son erreur est d'avoir travaillé en considérant que la manière de stabiliser un rotor d'hélicoptère, c'est très instable, un rotor d'hélicoptère, si on ne le stabilise pas. Lui avait pensé le stabiliser avec un ballon, ce qu'on appelle la stabilité statique, que d'ailleurs il a démontré. Cependant, ce volume au-dessus de l'hélicoptère empêchait d'une part la vitesse et empêchait d'autre part la souplesse d'emploi de l'hélicoptère puisqu'il devenait très volumineux. Et c'est la seule erreur, si on peut dire, d'Étienne Michel. Je sais pas, j'hésite à l'appeler erreur parce que c'est en fonction du temps, c'est de cette manière-là qu'il a réussi à avancer. Non pas sur toutes ces réussites, puisque le 4 mai 1924, quand il fait 1 kilomètre en hélicoptère, sa machine n'a pas de ballon. Aujourd'hui, ce ne serait plus un hélicoptère parce qu'elle a des hélices d'entraînement pour la translation, c'est-à-dire ce qu'on appelle des évolueurs, qui permettaient de se déplacer dans le plan horizontal. Aujourd'hui, un hélicoptère, la définition d'un hélicoptère ne comporte pas ce type d'équipement. Mais, à l'époque, la définition de l'hélicoptère étant ce qu'elle est, eh bien, c'était un hélicoptère. Et c'est lui qui met fin, avec ce kilomètre, à la compétition avec Pescara, donc le 4 mai 1924. 1924, c'est le moment où arrivent les premiers vols d'autogire aussi. Et là, on va arriver à ce que j'appelle la décennie des autogires. Alors, l'autogire par rapport à l'hélicoptère? C'est plus simple. C'est juste plus simple. Voilà. Un hélicoptère a un rotor qui est entraîné. Oui. Les hélices qui sont au-dessus de l'hélicoptère, qu'on appelle des rotors, sont entraînées par un moteur. Et il y a donc une liaison mécanique, une liaison dynamique entre le moteur et le rotor à travers soit des engrenages, soit, dans certains cas, des gaz que l'on éjecte à l'extrémité des pales, ce qui correspond au principe de l'arroseur tournant. Hein, ça tourne par réaction. Ça, c'est un hélicoptère. L'autogire, lui, n'a pas de rotor entraîné. Son rotor tourne librement. Les Américains l'appellent le windmill plane, c'est-à-dire le moulin à vent volant, parce que c'est exactement le même principe. Son rotor tourne dans le vent de la vitesse. Il faut donc le propulser. Il est propulsé généralement par une hélice qui le fait avancer, qui lui fait prendre la vitesse, ce qui entraîne par l'effet de la vitesse le rotor, lequel devient portant et l'autogire vole. Voilà. Et donc beaucoup plus simple que l'hélicoptère. Oui. Et de 1900, grosso modo, les premiers vols de la Cierva, qui est l'inventeur de l'autogire, c'est 1923, avec son numéro 4. Jusqu'à 1935, les autogires vont être construits à plus de 500 exemplaires. En Europe, un peu partout dans le monde, sur la base des travaux de la Cierva. Et il n'y a pas d'hélicoptère. C'est les autogires qui sont les plus utilisés pour l'observation par les militaires, pour le transport rapide de postes de petites messageries, pour le transport de personnes aussi. On ne transporte qu'une ou deux personnes en plus du pilote, mais c'est quand même l'outil le plus pratique que l'on trouve à l'époque. L'autogire ne peut cependant pas décoller verticalement, puisqu'il lui faut une vitesse, et il ne peut se poser verticalement que dans le cas d'un vent très important. Reste que, pendant cette décennie-là, les hélicos ne sont pas véritablement ce qui a la faveur des financeurs, parce qu'ils n'avancent pas beaucoup. Et le monsieur qui va faire avancer l'hélicoptère, on va se rappeler de son nom, parce que lui, il a déjà essayé, en 1907, il s'appelle Louis Breguet. Alors, pas tout seul, puisqu'il est assisté par un ingénieur extrêmement brillant qui s'appelle René Doran, quelqu'un qu'on a un peu oublié, mais qui est l'inventeur d'un dispositif qui est maintenant sur tous les hélicoptères, qu'on appelle le plateau cyclique, et que lui appelait régulateur d'incidence,
Et c'est une machine conçue par ces deux hommes qui va s'appeler le Gyroplane Laboratoire, ce qu'on appelle le Breguet d'Oran, qui va réussir à rencontrer les spécifications d'un client potentiel, c'est-à-dire l'État français, qui émet des spécifications. Voilà, il faut que vous fassiez plus de 100 mètres d'altitude, il faut que vous restiez plus d'1 heure en l'air, il faut que vous voliez à plus de 100 km/h. Avec ces spécifications rencontrées par le Gyroplane Laboratoire, Breguet installe durablement et définitivement, si je puis dire, l'hélicoptère comme utilisable, comme moyen de transport. Il va être battu, et ce qui est logique, un an ou deux après, par un appareil allemand, le Focke-Wulf 61, conçu par le professeur Focke, autre type très important, quelqu'un de très important comme technicien, inventeur, concepteur et ingénieur dans le domaine des hélicoptères. Il y a les Russes aussi, non? Alors, les Russes, c'est très, très à part. Les Russes, ils construisent sans nécessité de marché. D'accord. C'est pour ça qu'ils construisent des monstres, d'ailleurs. Ils n'ont pas d'infrastructure de surface, ils n'ont pas de route. Ils n'ont presque pas de voie ferrée et ils ont besoin de déplacer. C'est comme ça, vous savez, qu'ils ont battu Napoléon et qu'ils ont battu Hitler. Il leur faut donc pouvoir déplacer rapidement des gens et des matériels. Donc, ils inventent carrément d'énormes hélicoptères, mais qui sont des monstres financiers aussi. S'ils peuvent le faire, c'est qu'il n'y a pas de logique de marché derrière. Donc, c'est très à part. Et ça, c'est beaucoup plus tard, puisque les premiers hélicoptères russes, c'est après-guerre. Hein. Oui. Alors, bon... On en est donc là quand la guerre arrive, avec quand même la marine française qui a commandé à Louis Breguet un hélicoptère de combat anti-sous-marin pour loger sur un sous-marin qui s'appelait le Surcouf, qui était un peu le prototype d'une future génération qui n'a jamais été développée de sous-marins français. Et cet appareil n'a pas été développé. La guerre est arrivée par là-dessus. Et dans l'après-guerre, il s'est passé autre chose dont on parlera peut-être tout à l'heure. Reste que, à l'arrivée de la guerre, on sait partout dans le monde que l'hélicoptère a un avenir, qu'il va devenir un moyen essentiel pour le progrès de l'humanité, que ce soit au niveau de ses utilisations naturelles de tous les jours, dans le transport de personnes, etc., ou que ce soit des utilisations plus complexes, et aussi parce que le monde est fait ainsi, comme engin de combat. Donc l'utilité, là, maintenant, est incontestable. Incontestable, incontestée. 1935-36, c'est le Gyroplane Laboratoire. 3-4 ans après, un type arrive sur la scène de l'hélicoptère, quelqu'un qui a déjà travaillé là-dessus il y a très longtemps. En 1909, il est d'ailleurs venu pour acheter un moteur à Lisieux, pour acheter le moteur de l'hélicoptère de Paul Cornu. Il s'appelle Igor Sikorsky, c'est un Russe. Qui migre avec sa famille au moment de la Révolution d'octobre aux États-Unis et qui va faire des hydravions, des avions très, très, très réputés pour le développement des lignes aériennes, en particulier transpacifiques et transatlantiques aux États-Unis. Mais Igor Sikorsky garde l'idée de l'hélicoptère qui a été ses premières amours avant les années 10, là-bas en Russie. Et en 1939, il fait voler le VS-300, Sikorsky 300, qui est son premier hélicoptère. Peu de temps après, on est dans une logique là où les militaires s'intéressent à l'hélicoptère, puisqu'ils savent que les Allemands, eux, s'y intéressent et qu'il y a probablement quelque chose à en tirer. Donc les militaires américains donnent suite aux travaux de Sikorsky et vont réaliser d'abord le Sikorsky R4, puis le R5, le R6, des machines qui vont être utilisées pour le R4 expérimentalement pendant la Deuxième Guerre mondiale pour des missions de sauvetage, essentiellement, en particulier une qui est très connue, qui s'est passée en Birmanie. D'accord. Ce développement-là, qui se passe pendant la guerre, évidemment, il exclut la France, puisque la France, elle est occupée à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Donc, ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale concernant l'hélicoptère se passe d'abord à des fins essentiellement militaires et se passe, pour l'essentiel donc, aux États-Unis, en Allemagne et aussi un petit peu au Royaume-Uni. Ces trois pays vont concentrer la science, la connaissance acquise pendant la guerre. Et à l'issue de la guerre, eh bien, un constructeur américain qui s'appelle Bell, qui est déjà un constructeur d'avions, qui a fait confiance à un ingénieur assez exceptionnel aussi, qui s'appelle Larry Young, pour faire un hélicoptère, présente un nouvel appareil qui s'appelle le Bell 47,
qui va être le 8 mars 1946 le premier hélicoptère certifié. Alors, pour nos auditeurs, la certification d'un appareil, c'est simplement l'État qui dit que cette machine peut être mise sur le marché parce qu'elle est fiable. Donc, ça veut dire une machine qui va être autre chose qu'une machine militaire. Et cette certification de mars 1946 pour le Bell 47 est probablement l'acte de naissance de l'hélicoptère commercial au niveau mondial. Je rappelle qu'à ce moment-là, la France sort de la guerre, qu'on n'a pas en France le moindre outil industriel d'hélicoptère, contrairement aux Américains, mais qu'on a des gens qui ont des idées. Alors, je ne vais pas paraphraser une réplique d'un homme d'État, mais c'est exactement ça. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'ingénieurs qui fonctionnent intellectuellement avec non seulement un désir, mais une capacité d'innovation assez peu commune. Et donc, dans l'immédiate après-guerre, il va y avoir, par le fait du service technique de l'aéronautique, la création d'une section voilure tournante pour essayer d'étudier des hélicoptères en se basant, entre autres, pas seulement, sur ce qu'on va récupérer chez les Allemands, qu'eux ont volé pendant la guerre. Ils ont volé, il y a eu des machines comme le Flettner 282 ou comme le Fokker Argelis FA223 qui ont volé plus ou moins expérimentalement. Des Fokker Argelis, il y en a eu une cinquantaine. Hein. Donc, c'est des machines délicates sur lesquelles les composants majeurs ne durent pas longtemps. On n'est pas au niveau de l'opérationnel tel qu'on le connaît aujourd'hui. N'empêche que dans une France dont l'outil industriel est détruit à 70%, ce qui est énorme, dans une France dont les esprits ont été dispersés à droite et à gauche, eh bien, il y a des gens qui ont continué à travailler et il va y avoir le lancement d'une politique de prototype, on ne peut pas appeler ça autrement, dès 1945, qui va mettre en jeu 5 sociétés, des sociétés nationalisées depuis 1937, qui étaient la SNKSE, la SNKSO, la SNCAN et la SNCAC. C'est SE, c'est Sud-Est, SO, c'est Sud-Ouest, N, c'est Nord et C, c'est Centre, qui vont chacune être invitées à travailler sur l'hélicoptère. Alors, on va passer sur le... Ça devient un peu complexe. C'est aussi Louis Breguet à qui on propose de continuer à travailler. Et en 1951, 6 ans après, il n'y a aucun hélicoptère qui a vraiment volé de manière satisfaisante. Mmh. Mais on a appris beaucoup de choses. Alors, je dirais que dans l'historien dit que les nationalisations de 1937 concernant les voilures tournantes ont été très porteuses parce qu'elles ont permis de faire émerger une sorte de vivier de compétences énorme à travers ces 4 sociétés nationalisées et également les travaux de Breguet qui ont permis d'apprendre énormément sur l'hélicoptère en quelques années. Tout ça avec beaucoup d'argent, bien sûr, et avec l'aide de l'État, une aide complète, absolue de l'État. Alors, si vous le voulez bien, Monsieur Philippe Boulet, juste avant parce que le temps passe très vite, de parler des missions maintenant, après justement des différents hélicoptères, on va s'envoler de nouveau, si vous le voulez bien, Earth, Wind and Fire.
Bon, eh bien, écoutez, toujours sur IDFM 98 Radio Anguin, avec notre invité, Monsieur Philippe Boulet de l'Union française de l'hélicoptère, et nous parlons bien sûr de toute l'histoire de l'hélicoptère, et nous en étions arrivés... On en était arrivé à l'émergence, en France en particulier, de quelque chose qui va faire de la France le pays leader. Puisque si les Russes construisent de véritables monstres, si les Américains, avec un énorme stock de moteurs issus de la Seconde Guerre mondiale, ont construit de gros hélicoptères, les Français, eux, n'avaient rien fait jusqu'en 1951, quand on a confié à un jeune ingénieur qui s'appelait René Mouille la mission de faire quelque chose qui vole correctement. 2 ans après, ce quelque chose qui s'appelait le SE 3120 Alouette 1 a volé et a, en 1953, en juillet 1953, battu des records de distance et de durée, ce qui était le renouement avec le succès. De l'Alouette 1, on est passé à l'Alouette 2 avec l'introduction d'un progrès essentiel, qui est d'ailleurs le seul progrès sur cet appareil, qui est le turbomoteur. On dit la turbine, la réalité c'est un turbomoteur. Ce turbomoteur est arrivé avec une machine qui s'appelait l'Alouette 2, qui a été construite à 1305 exemplaires, avec laquelle on a construit un outil industriel français, puisque cette machine a volé sur tous les cieux du monde et qu'elle a été utilisée aussi bien par des militaires que par des civils. Il a fallu donc construire un outil industriel, un outil de service après-vente, du contact client, une structure industrielle qui, aujourd'hui, se trouve sa succession lointaine mais bien réelle dans Airbus Hélicoptère, qui est un constructeur européen. Oui. L'Alouette 2, après l'Alouette 2, c'est l'Alouette 3 qui vole en 1959. Et l'Alouette 3, c'est la machine polyvalente par excellence. C'est la machine du sauvetage en montagne. Oui. C'est la première machine qui, au plan civil, coûte moins cher que les porteurs pour ravitailler les refuges en haute montagne. Dans l'aéronaval également. Et dans l'aéronautique navale également. On en arrive aux premiers bimoteurs, comme le Puma, comme le Super Frelon. On en arrive à des machines d'une seconde génération ensuite. On ne peut pas toutes les citer. Il faut simplement rappeler les progrès qui se sont faits et qui ont été énormes de la part de grands ingénieurs, comme j'ai cité René Mouille, qui ont permis que les hélicoptères français deviennent des valeurs sûres. Le fenestron, qui est quelque chose de bien connu, vous savez, c'est cette espèce de rotor arrière qui est caréné dans un ensemble aérodynamique que l'on voit sur certains hélicoptères, invention française, qui apporte beaucoup de sécurité autour du rotor anti-couple et qui permet en plus d'avoir un pilotage simplifié, si l'on peut dire. La notation d'innovation est très présente dans l'hélicoptère français. Elle est présente, je l'ai dit tout à l'heure, par la politique des prototypes entre 1945 et 1951. Elle est présente ensuite chez les constructeurs comme Sud-Est qui devient Sud-Aviation, puis Aérospatiale, puis Eurocopter, en intégrant les Allemands de DASA, puis MBB, historiquement, enfin maintenant Airbus Hélicoptère. Elle est présente à tous les niveaux depuis le début. Je dirais que chaque appareil continue la légende. Les machines ont des missions. Elles sont là maintenant comme des outils. Je disais outils de progrès, parce que outils de progrès, ça veut dire par exemple qu'aujourd'hui, pour regarder la TNT sans hélicoptère, ce n'est pas possible, puisque l'hélicoptère est la seule machine qui peut faire des mesures de gain, c'est-à-dire des mesures de performance d'antenne, dans n'importe quel endroit, dans une distance déterminée, à différentes distances d'un relais. L'hélicoptère peut se poser partout, enfin presque partout. On peut se poser presque partout. Là, bien entendu, on pense aux secours en montagne ou en mer, qui sont des milieux d'excellence pour l'hélicoptère, mais l'hélicoptère est un outil d'excellence dans tous ces milieux d'exploitation parce qu'il a cette fabuleuse possibilité d'aller là où aucun autre moyen ne va. Et d'y aller dans des conditions de sécurité, contrairement à ce qu'on raconte souvent, qui sont très correctes, parfaites dans la plupart des cas. C'est sur ce constat qu'existe l'Union française de l'hélicoptère, qui veut promouvoir l'hélicoptère et ses missions. Et ainsi, nous sommes chaque année impliqués, l'hélicoptère français, dans des foules d'événements, par exemple le Tour de France. Ce sont sans les hélicoptères qui font les prises de vue du Tour de France. On aurait beaucoup de difficultés, d'une part pour les filmer, d'autre part pour les retransmettre, puisque c'est tout un ensemble intégré d'appareils qui font l'image et d'autres appareils qui relaient l'image jusqu'au studio. On va vous dire qu'il y a aussi les drones, bien sûr, maintenant. Il y a aussi les drones, mais on n'est pas tout à fait dans le même domaine. Le drone, voilà, c'est pas pareil. Il y a un milieu de coïncidence qui d'ailleurs actuellement questionne l'utilisation
de ces machines. Mais l'hélicoptère, dans le cas du Tour de France, monte plus haut pour pouvoir retransmettre les images, par exemple. Effectivement, le drone a un milieu de coïncidence avec l'hélicoptère, mais ce n'est pas le même appareil, il n'a pas les mêmes missions, il n'est pas concurrentiel avec l'hélicoptère. Non, et puis l'hélicoptère peut transporter aussi des humains. Enfin, alors, l'hélicoptère transporte des humains, c'est un transport de personnes pour des raisons sanitaires, mais aussi pour de simples raisons techniques. Là où les Français ont acquis cette extraordinaire avance avec la turbine en 1956, avec la mise en service de l'Alouette 2, alors que personne d'autre n'avait d'appareil à turbine à cette époque, cette avance-là, ils l'ont utilisée pour faire des machines polyvalentes, ce qui est la marque des machines françaises, qui permettent actuellement, par exemple, d'aller dans les déserts, d'aller en montagne, d'aller en mer, d'aller partout pour faire de la recherche scientifique, de faire de la surveillance de réseaux d'énergie, par exemple avec EDF, sans toucher le moins du monde au milieu naturel. Puisque si on devait, pour surveiller les lignes à haute tension, passer avec des engins au sol, on abîmerait le milieu naturel. Avec des hélicoptères, on n'abîme rien. Donc il y a une part environnementale également très importante. C'est extrêmement important. C'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte par les constructeurs, qui font des efforts permanents pour faire moins de bruit, pour rejeter moins de particules, et qui avancent dans ce domaine aussi, bien entendu. Alors, pour nos auditeurs, vous savez, ce fameux son que l'on entend, là, justement, oui. On sait, bon, ce n'est pas un avion civil, ce qu'on disait tout à fait au début, c'est justement, ce sont ces pales, et puis, comment on appelle, comme vous avez dit... Alors, ce rotor qui tourne à l'inverse, est constitué de plusieurs pales. Chaque pale est une aile. Oui. D'ailleurs, si vous la regardez de côté, vous verrez, elle a le même profil qu'une aile d'avion. Alors, parfois, il y en a qui ont un nombre différent de pales. Tout à fait. Alors là, après, on rentre dans un domaine qu'on ne peut pas évoquer ici, on n'a plus le temps. Ce fameux son, là, justement. Alors, ce fameux son est dû à la circulation d'air à l'extrémité des pales ou à certains endroits des pales, en particulier des microbandes soniques à l'extrémité des pales. Et c'est ça qui fait le flap, 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 flap caractéristique des hélicoptères, qui d'ailleurs est de moins en moins présent, puisque sur les appareils modernes, nous ne l'entendons pratiquement plus. C'est aussi dans un souci de performance des rotors, puisque plus on fait de bruit, si vous voulez, plus on a d'énergie perdue, en quelque sorte. Moins on fait de bruit, plus l'énergie est fluide, plus la pénétration des pales est fluide. Voilà. Mais que peut-on dire sur l'hélicoptère aujourd'hui, le progrès ? Alors, l'hélicoptère de demain sera un hélicoptère... Parce que c'est pas vraiment mon domaine. Moi, je suis plus dans le domaine de l'histoire, mais l'hélicoptère de demain sera un hélicoptère, évidemment, plus silencieux. Ce sera un hélicoptère plus respectueux encore de l'environnement, même s'il l'est déjà beaucoup. Et l'hélicoptère de demain sera un hélicoptère qui sera de plus en plus pratique et de moins en moins cher. Sachant que la complexité technique de cet appareil fait que de toute façon, il est cher. On ne peut pas faire autrement. C'est un outil particulièrement cher. Mais cet outil particulièrement cher permet, par exemple, actuellement de travailler en montagne à des tarifs tout à fait corrects pour aller descendre une vache qui est isolée du troupeau, des choses comme ça. L'hélicoptère de demain... il y a des nouvelles machines. Il y a le H160 chez Airbus Hélicoptère qui est une nouvelle machine qui va probablement révolutionner en quelque sorte l'exploitation hélicoptère avec de nouvelles technologies, avec des moteurs de plus en plus puissants, de plus en plus silencieux, je l'ai dit, avec une souplesse d'utilisation de meilleur en meilleur. Est-ce que, alors, pour nos auditeurs, encore une fois, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas montés dans un hélicoptère, parfois, des personnes ont le vertige quand ils sont sur Terre. Et c'est vrai que parfois on appréhende, on se dit « Oh là là, mais je vais prendre l'hélicoptère, je risque... » Mais pas du tout, on n'a absolument pas le vertige quand on est dans l'hélicoptère. Non, alors on est dans un milieu qui est stable, un hélicoptère est stable. Et comme pourtant... par exemple un avion de ligne où vous n'avez pas l'impression d'avancer, eh bien vous avancez, et quelquefois à une vitesse proche du son. Dans un hélicoptère, de la même manière, eh bien vous êtes dans un milieu stable sans... Oui, mais c'est particulier. Je n'ai pas vraiment de choses à dire là-dessus, parce que c'est tout simplement un milieu où on est assis et où on se déplace comme dans une voiture sans qu'il y ait de particulier. Enfin, j'ai eu la chance personnellement donc, de monter à bord d'un hélicoptère et je trouve que c'est fabuleux parce que vous montez donc à la verticale, vous pouvez même tourner, pas une grande hauteur du sol. Enfin, c'est formidable. On fait l'éloge de l'hélicoptère aujourd'hui sur Radio IDFM 98, Radio Anguin.
Nous allons bientôt terminer. Nous vous remercions infiniment, Monsieur Philippe Boulet. Nous le rappelons de l'Union française de l'hélicoptère. Merci à vous de m'avoir reçu. Et nous disons à nos auditeurs, à très bientôt et restez sur l'antenne de IDFM Radio Anguin.